Est-ce que vous êtes prêts à le projet de loi 106? Comment ce projet de loi s'appelle? Quand même important. Loi concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives. Spécial. Ça a l'air réaliste. Donc, ça a l'air c'est attrayant. Ça parle du futur, 2030, politique énergétique. Et ça modifie d'autres lois. C'est quand même spécial. Quelle loi? Il y en a plusieurs, il y en a des dizaines. Mais même le Code civil est affecté par ce projet de loi. Pour vous dire l'importance de ce projet de loi. Mais, c'est pas en regardant le titre qu'on le sait. Là. C'est en allant dans la loi, là, en la regardant, sinon on ne le sait pas. Et comme dans toute loi, il y a des définitions au début. C'est quoi le gaz naturel, c'est quoi l'hydrocarbure, etc. Mais pour un forage, c'est pas spécifié. La complétion d'un puits, c'est pas spécifié. La facturation, c'est pas spécifié. Le schiste, c'est pas spécifié. Le processus d'abandon des puits, c'est pas spécifié. Il y a beaucoup de choses qui manquent par rapport à n'importe quelle législation, que ce soit en Alberta, en Colombie-Britannique, aux États-Unis. J'ai rarement vu une loi avec aussi peu de définitions. Donc, quand on n'a pas de définition, c'est difficile de savoir de quoi on parle par après. Donc, il y a un spécialiste, Maurice Dussault, qui est venu à l'Assemblée nationale le 16 août dernier, qui est venu en proposer quelques-unes. Évidemment, c'est écrit en anglais, c'est un ontarien. Et là, je vais vous parler des articles du projet de loi. Article numéro 7. Là, on est dans une section du projet de loi qui touche la loi des hydrocarbures. Là, je ne vous parle pas de la Régie de l'énergie, de la transition énergétique, parce que l'organisme s'appelle Transition énergétique Québec. Là, je vous parle juste de la loi des hydrocarbures et à l'article 7, ça dit « Toute personne qui découvre dans son terrain un puits, sous-entendu un puits d'hydrocarbures, doit, avec diligence, donc rapidement, en aviser le ministre par écrit. Le ministre inscrit au registre foncier une déclaration qui fait état de la localisation du puits. » Ça, c'est nouveau. Ça veut dire que là, ça va apparaître dans votre certificat de localisation. Donc, c'est bien, dans un certain sens, parce que vaut mieux pour l'acheteur savoir quel terrain il achète. Mais pour celui qui a le puits, c'est moins comique. C'est moins drôle parce que là, premièrement, il ne peut plus le cacher. Avant, il pouvait le cacher. Là, il ne peut plus le cacher, il faut qu'il avertisse le ministre. Sinon, il risque d'avoir peut être poursuivi. Article 13. Les droits. Les droits d'exploration, de production, de stockage conférés au moyen d'une licence. Avant, on appelait ça un permis, on appelle ça une licence. De même que le droit d'exploiter de la saumure conféré par une autorisation constitue des droits réels immobiliers. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est comme un permis de taxi. On entend parler beaucoup, là. Mais c'est quelque chose là, qui vaut. C'est quelque chose qui a une valeur. C'est pas, on n'est pas dans l'abstrait. Ces droits réels immobiliers constituent une propriété qui est distincte de celle du sol sur lequel il porte. Évidemment, vous pouvez avoir des droits de propriété, votre maison, etc., votre auto, mais il y a aussi en dessous du sol. Et ça, c'en est un droit. C'est-à-dire que la compagnie, quand elle aura le droit d'explorer, elle a le droit. Vous le perdez. Vous ne l'avez pas vraiment, mais là, vous le perdez. Parce que la compagnie, elle l'a. Elle vient de l'acquérir. En ayant le droit d'explorer, elle a le droit d'aller dans votre sous-sol. Article 23. La licence d'exploration donne aussi le droit à son titulaire, le droit d'extraire des hydrocarbures et d'en disposer ou d'utiliser un réservoir souterrain pour une période d'essai. Le gouvernement détermine par règlement la durée et les conditions d'exercice de cette période d'essai. Évidemment, même en exploration, on l'a vu à la conférence en 2012, il faut fracturer, ça prend des grandes quantités d'eau, il y a des camions, il y a une plateforme. Et là, ça dit qu'ils peuvent s'organiser sur votre terrain, ils ont ces droits-là,
Et le gouvernement va encadrer ça, probablement avec les lignes directrices dont je vous ai parlé tout à l'heure, les lignes directrices de 2014. Sauf que dans le projet de loi, on ne sait pas. Puis un règlement, ça change rapidement. Ça peut changer à une journée près. Donc, c'est un petit peu dangereux de savoir que ça se détermine par règlement. La période de validité d'une licence est de 5 ans. Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement. Encore un autre. Et ça continue comme ça. Il y a plus de 120 articles du projet de loi qui sont déterminés par règlement. Ce qui va faire dire à l'opposition, j'espère, sur quoi voulez-vous combattre, étant donné que tout est déterminé par règlement. Article 25. Il y a un comité de suivi. Dès qu'il y a un forage qui s'en vient, comité de suivi. Les membres du comité de suivi sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence. C'est qui le titulaire de la licence? C'est la compagnie. C'est la compagnie gazière ou pétrolière. Ici, ça pourrait être Julex, par exemple. C'est la compagnie qui détermine le nombre de membres qui composent le comité. Évidemment, le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire. Ceux, ce ne sont pas les employés de Julex. Mais c'est Julex qui détermine le nombre et la qualité des membres. Le comité, tous doivent provenir de la région où le territoire de licence se situe. Et par règlement, le gouvernement détermine les modalités relatives à ce comité. Par exemple, combien de fois il doit se réunir, est-ce qu'il faut qu'il y ait un membre du monde municipal, un membre des communautés autochtones, etc. Il y a des choses qui vont être discutées entre gazières et pétrolières et le gouvernement, probablement. Mais déjà, la loi dit que le processus est déterminé par le titulaire. C'est pas le gouvernement. Oui, vite, Jox? Oui. En ce qui concerne les membres de ce fameux comité, alors, puisque c'est la compagnie qui déterminerait, OK, il pourrait aller choisir des gens qui sont pour l'industrie. Tout à fait. Mais disons que si la compagnie a encore un droit de veto, elle risque de l'exercer. Ça me semble assez net. Et jusqu'à maintenant, les expériences qui ont été menées en Gaspésie, en Anticosti avec ce genre de comité-là, c'est que ça ne fonctionne pas. Les gens qui veulent vraiment s'impliquer n'ont pas accès au comité. Et il y a des gens du comité qui ont un débat, puis c'est trop plate, on n'est pas au courant de rien. Je parle des citoyens. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont rester là, des gens qui ont des intérêts, ou des représentants officiels, par exemple, d'une municipalité comme la ville de Gaspé, c'est ceux qui ont intérêt à être là pour pas laisser aller tout dans le vide. L'accès. Bon, ça c'est important. Article 27. Le titulaire d'une licence d'exploration a droit d'accès au territoire qui en fait l'objet. Et ça dit que le titulaire obtient l'autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d'y accéder, ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et exécuter ses travaux d'exploration. Bon. Avant, le propriétaire pouvait dire non. Maintenant, il doit signer. C'est quasiment ce que l'article de loi dit. La compagnie, il faut qu'elle avertisse le propriétaire 30 jours à l'avance. Mettons qu'elle le fait 40 jours à l'avance. Va voir le propriétaire. Ben là, on aimerait que tu signes dans les 10 jours. Parce qu'après, on s'en vient avec notre équipement. Puis si tu dis non, ben on a des droits. Puis on va faire intervenir le Conseil des ministres. Et puis, on le sait, on l'a vu à moult circonstances. Les compagnies n'hésitent pas à mettre de la pression sur l'agriculteur, sur le forestier, pour lui dire, écoutez, nous autres, c'est là que ça se passe, c'est là qu'est la richesse, puis c'est là qu'on va. Donc, la loi a changé, mais d'après les avis que j'ai recueillis des juristes de notre mouvance, c'est un article qui est plus permissif que la loi limite. Par rapport, vous savez, la compagnie a plus de droits que la loi limite. Article 55. Là, on est rendu à l'étape de production, de stockage. Bon, ça dit que, bon, il y a le 30 jours toujours, et à défaut d'entente, le titulaire peut, pour l'exécution de ses travaux,
acquérir ses droits réels ou ses biens par expropriation. Là, vraiment, le mot est jeté, le mot est clair. C'est-à-dire que si, pour une raison quelconque, vous ne vous entendez pas sur combien, sur les compensations financières ou sur les aménagements, oui, mais il y a du moyen de passer derrière le ruisseau, ben la compagnie, elle, a le droit de procéder. Et c'est l'article 55 qui le dit. Article 74, pour ce qui est du forage. Bon, le ministre octroie l'autorisation de forage. Il y a, selon certaines conditions et droits que le gouvernement détermine par règlement. Le gouvernement détermine aussi par règlement les conditions d'exercice de cette autorisation. Et le ministre peut assortir l'autorisation de certaines conditions. C'est curieux quand même. Peut. C'est pas doit ou c'est peu. Peu également, c'est assez doux là, comme formulation. Mais regardez, déterminé par règlement, etc. Sur quoi on se base là, pour voter, si on était, vous et moi, le député à l'Assemblée nationale, là, on vote quoi là, cet article-là? Est-ce qu'on est pour ou on est contre l'article 74? Pas grand-chose dans l'article. Il faut avoir une dizaine de lignes, là, il y a pas beaucoup de contenu. Article 80, on arrive généralement dans le cœur du sujet avec la facturation. Le titulaire d'une licence qui complète un puits, le terme complété est important, qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre, doit être titulaire d'une autorisation de complétion. La complétion, c'est comment rendre un puits d'hydrocarbures qui a été foré commercialisable. Là, c'est rendu, on est à l'étape où on le relie à un réseau de gazoduc, de gaz métro, etc. Là, le puits est prêt, il va être fracturé, là, puis là, le gaz va sortir, puis il faut le capter, puis il faut le bon. Bien encore là, le gouvernement détermine par règlement les conditions d'obtention et d'exercice de cette autorisation, ainsi que les droits. Juste 3 diapos sur la facturation. Ici, c'était une caricature qui était d'un artiste de Chaudière-Appalaches, où on peut voir une grande fissure dans la municipalité, là, causée par une compagnie qui forme. Là, on n'est plus à l'étape du forage, on est à l'étape de la facturation. Et puis là, on voit comme deux mondes. Là. Ceux qui subissent et ceux qui reçoivent, probablement. Quand il y a fracturation, on peut voir toute une série de camions. Il y a des camions qui acheminent des produits chimiques, des essais chimiques à l'intérieur du puits. Il y a plusieurs puits, on en voit 4. Là. Et il y a d'autres camions avec des pompes pour pousser ça. Je vous ai déjà montré ça. Juste pour vous indiquer qu'en 2005 et 2011, un rapport de l'Agence américaine de l'environnement a recensé 1436 additifs chimiques. Mais il y en a à peu près 52% qui ont pu être associés à une structure moléculaire définie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les... Pendant chez Front, il y a 1400 produits qu'on met dans le trou, dans les trous, hydrocarbures dans les puits. Il y en a environ 700 dont on peut savoir un peu, au moins pour une molécule, c'est quoi qu'il y a dedans. C'est-tu du méthanol? C'est-tu de l'éthanol? Est-ce que c'est un autre produit chimique? Un savon quelconque? Parce que si on n'a pas une structure chimique, on ne sait pas ce qu'on met dans le trou. L'eau, on connaît. L'eau, c'est H2O. Le CO2, c'est CO2. On a la molécule, on a la formule. Si on n'a pas la formule ni la structure, de quoi voulez-vous, de quoi on parle? Et juste pour vous dire que quand on est à l'étape de fracturation, on travaille avec l'inconnu. Et dans la composition des eaux qui reviennent du puits, c'est encore pire. Parce que là, on a toute une série de produits, il y en a des pages et des pages dans ce rapport-là. Et on peut reconnaître que ces produits-là sont bien caractérisés. C'est du 1,2,4-trichlorobenzène, 1,2,4-triméthylbenzène, etc. Il y en a certains qui ont été ajoutés, mais la grande majorité, c'est des produits qui ont été créés dans le trou, dans le puits. C'est-à-dire qu'ils ont réagi avec les roches. C'est des produits qui ont réagi entre eux, qui se sont dégradés, qui en ont
qui ont fait en sorte que le nombre de produits qu'on met est inférieur au nombre de produits chimiques qui ressortent. Et c'est normal. Quand on y pense, là, parce que dans la roche, il y a beaucoup de sel, de ci, etc. Ça, c'est une demande de permis de complétion. Donc, ça existe déjà. Si on va sur le site du ministère, vous avez accès, ça tient sur une feuille. Imaginez. Le formulaire de complétion que doivent remplir les gaziennes, ça tient sur une feuille. Et par exemple, programme de perforation et de stimulation. Stimulation, c'est la fracturation. Eh bien, pour le programme, ça tient ici, vous avez à peu près, je sais pas, 2 pouces là, pour aller expliquer ce que vous faites au ministère. Sur la deuxième page, quelques remarques particulières, vous avez une ligne. Pas, en tout cas, peut-être avec une bonne dactylo ou une bonne imprimante, vous pouvez en faire rentrer 2. Là. Et ensuite, ben, il faut signer le nom d'entrepreneur, le numéro de téléphone, etc. Et ça vous coûte 2 555 $. Et vous avez votre permis. Là, je caricature. J'espère qu'il y a des gens au ministère qui vont regarder ça et qui vont dire ça va d'aller ou ça va d'aller. Mais compte tenu de l'expertise qu'il y a au ministère, on pourrait en douter. Mais c'est juste pour vous dire à quoi ça ressemble. En Anticosti, on est à cette étape-là. En Anticosti, ils ont foré, on est à l'horizontale, en Gaspésie aussi. Là, ils s'attendent à compléter, à fracturer. Ils vont remplir ça et ils ont déjà obtenu l'autorisation dans le cas d'Anticosti. En Gaspésie, ben ça se parle. Je ne sais pas si c'est à suivre dans les prochaines semaines. Je continue avec le projet de loi. La fermeture du puits. Le titulaire d'une licence doit fermer le puits avant la date d'expiration de sa licence. Les travaux de restauration peuvent cependant se poursuivre au-delà de cette date, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements. Bon, c'est encore là, ça ne dit pas grand-chose. Fermeture encore. Le titulaire d'une licence d'exploration, de production de stockage doit soumettre au ministre pour approbation un plan de fermeture définitive de puits et de restauration de sites. Ce plan prévoit les travaux devant être réalisés à la fermeture du puits. C'est sûr que c'est une avancée par rapport à rien. Mais c'est le ministre, je veux dire, qui va pouvoir avoir accès à ces données-là. La loi d'accès à l'information, ça va être difficile d'avoir accès à ça. Les compagnies vont dire non, ça c'est du secret industriel. Je n'ai pas envie que d'autres concurrents voient comment je ferme mon puits. Encore sur la fermeture. Le plan de fermeture contient entre autres les renseignements que le gouvernement détermine par règlement. Ce dernier peut aussi déterminer par règlement la forme du plan et les documents qui doivent l'accompagner. C'est ça que chèque en blanc, là, je veux dire, c'est le gouvernement, le ministre, qui, avec ses fonctionnaires, détermine ce plan-là, le soumet aux gazières pour cette année-là. Bon, là, vous remplissez ça. J'en ai besoin pour la suite des opérations. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas avoir votre permis. Article 250, là, ça touche l'eau potable. L'article 7, là, c'est un peu du jargon technique, là, je vous avertis tout de suite. L'article 7 du règlement sur le prélèvement des eaux et la protection, ce qu'on appelle le règlement d'Ortel, est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant. Le paragraphe 11 du premier alinéa ne s'applique pas à celui qui, en vertu de la loi des mines ou de la loi sur les hydrocarbures, je souligne, est autorisé à effectuer, selon le cas, des travaux d'exploration, de recherche, de mise en valeur, de production, d'exploitation de substances minérales, d'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains. Ce que ça dit, ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les articles, dans ce paragraphe-là de la loi de prélèvement des eaux, c'est que les compagnies ont le droit de prélever des eaux dans leur permis, là, à l'intérieur de leur territoire, sans le soumettre aux municipalités. Donc, ils peuvent le faire, et là, ils ont juste rajouté, parce qu'avant, tout ce qui concernait les hydrocarbures était de la loi des mines, et que bientôt, ça va être la loi sur les hydrocarbures, bien là, ils ont simplement rajouté, dans ce paragraphe-là, bien, selon la loi des hydrocarbures. Donc, quelqu'un qui est assujetti à la loi des hydrocarbures, qui est un titulaire d'un droit selon la loi des hydrocarbures, eh bien, est autorisé à faire ça.
Donc, c'est comme si le règlement de prélèvement et de protection des eaux potables, ça touche tout le monde, tous les agriculteurs, toutes les industries, pas les gazières, pas les pétrolières et pas les minières. Ce sont les exceptions. Et il y a peut-être Hydro-Québec, il faudrait que je regarde de plus près, mais c'est quelques rares exceptions. Mais pourquoi avoir ajouté ça? C'est encore là, c'est pour être certain que l'industrie puisse avoir les coups des franges pour aller de l'avant, et c'est pour être certain que les municipalités ont beaucoup de travail à faire pour détricoter tout ça.